Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 13 sur le compte We Are Thunder. Bienvenue sur Twitch, je suis en ligne avec Constant. Comment ça va Constant? Bah ça va. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce live du dimanche. Le fameux live du dimanche, sachant qu'on Le a fait un live du live... dimanche. Oui, parce qu'on a fait un live aussi hier sur la J-League, j'espère que vous serez nombreux à venir aussi pour celui-là. Plusieurs petits sujets au programme aujourd'hui. On va revenir sur les dernières actualités qui ont animé le Thunder et la communauté ces derniers jours, parce que Constant a un peu animé le Twitter Thunder avec Oh, deux, trois trucs. peu. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous poser des questions dans le chat, on va essayer d'en prendre un peu plus, surtout sur des petits sujets comme ça, c'est intéressant. Le premier sujet, et le plus dense je pense, c'est pour ça que je l'ai mis d'abord, c'est le calendrier. En effet, on arrive maintenant à la mi-saison. Là, il reste 2 matchs pour le Thunder avant le All-Star Break, qui commence dès la semaine prochaine. La NBA a enfin dévoilé la deuxième partie du calendrier, donc pour OKC et pour tout le monde. 36 matchs à jouer pour le Thunder après le All-Star Break, autant que sur la première partie, ce qui n'est pas vraiment le cas de tout le monde. On a été plutôt bien là-dessus. Peut-être San Antonio, effectivement, c'est pas le cas. San Antonio, Memphis par exemple, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, d'abord vis-à-vis du calendrier, je vous mets dans le chat un petit lien. C'est l'article qu'a écrit Sanson que vous avez pu écouter, que vous avez entendu hier dans le live de J-League, qui vous rappelle un peu les petites dates, comme ça vous l'aurez sous les yeux si besoin, vous avez le calendrier, vous avez les retours des anciens joueurs par exemple, les back-to-back, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il avait écrit, on va un peu s'appuyer sur ça au final pour parler sur le calendrier. Le Thunder avait l'un des calendriers les plus compliqués sur la première partie de saison, voire le plus Ouais. compliqué selon certaines statistiques. Il sera du coup forcément un peu moins dense sur la deuxième partie. Par exemple, pas de match contre les Lakers, les Bucks ou Denver qui nous bat tout le temps. Si, il en reste un contre Denver. Hein. Il en reste un contre Denver, on n'a pas déjà joué 3. Je crois qu'on en a joué 3 moi. Bah c'est 4 les adversaires de division. Pas cette année, je crois. Ah bon? Oui. Bah, j'ai dit une connerie. Bon C'est bah, 3 par... y a- Voilà, ça commence. Et y vous a un voyez, pas qui serait bien. Constant prépare très bien les sujets. Parce que cette année, si je me trompe pas, c'est 3 matchs contre chaque équipe de ta conférence et 2 contre l'équipe de l'autre conférence. Donc on joue 3 fois les équipes. Par exemple, on va jouer 3 fois les Warriors. Vous le verrez ensuite On va sur jouer sur la trois fin de fois saison. les Kings aussi. Ouais. Donc pas de match par exemple contre Denver, les Lakers, etc. Et pas mal de matchs contre des équipes plus faibles que nous, on va dire à notre niveau. Quelques stats rapidement, alors que je te laisse la parole. Le winning percentage des équipes qu'on va affronter est plus faible que sur la première partie de saison où il est en dessous des 50% à l'heure actuelle. On aura seulement 11 matchs contre des équipes en positif à l'heure actuelle, donc plus simple. Et aussi, par contre, on a un back-to-back de plus, il y en a 9 restants. Ça c'est monstrueux cette année les back-to-back. Et juste pour conclure, selon Tankaton, super site là pour la draft et pour ce genre de choses, OKC a le 19e calendrier le plus dur restant sur la saison. Je vais te lancer, Constant. Qu'est-ce que t'en penses déjà de ce calendrier? Est-ce que on va pouvoir tanker tranquillement? Et je pense qu'on va très vite s'articuler sur un débat autour de ça. Est-ce que on va pas plutôt se rapprocher du play-in vu le calendrier qu'on a et vu comment on joue maintenant? Alors, c'est compliqué, hein, parce que le calendrier nous est largement favorable, en tout cas beaucoup plus qu'en première partie de saison, sachant que on n'a pas pris beaucoup de retard avec cette première partie de calendrier, beaucoup moins que ce que je pensais et dont on avait parlé quand on avait fait le podcast avec Sanson. Je pensais qu'on allait perdre largement plus de matchs dans ce stretch un peu infernal. Au final, il y a quelques wins, tu vois, celle contre Milwaukee par exemple à Saint-Valentin ou celle contre Atlanta, qui étaient des wins qui n'étaient pas prévus. Le restant du calendrier, comme tu l'as dit, nous est plutôt favorable et me donne pas tant confiance sur le fait qu'on va pouvoir tanker tranquillement. T'as beaucoup d'affrontements contre des équipes qui ont un bilan à peu près correspondant au tien. New York, Chicago, Détroit, Charlotte, ce sont des équipes qui n'ont pas forcément certaines équipes qui ont un meilleur bilan que toi, mais qui n'ont peut-être pas un meilleur niveau que toi. On l'a vu, OKC parvient à gagner les matchs contre des équipes plus faibles, typiquement la victoire contre Cleveland, où on gagne plutôt facilement. Du coup, ça me fait penser qu'on va avoir du mal à vraiment gagner moins de matchs que ce qu'on a déjà gagné sur cette première partie de saison. Après, si tu veux juste rentrer un peu plus dans le détail, il y a une semaine qui sera vachement importante, c'est la semaine du 4 au 11 mai,
où tu affrontes 2 fois Golden State, où tu as potentiellement leur pick, où tu affrontes 3 fois les Kings, avec qui tu seras peut-être en bataille au niveau des bilans. Donc pour la suite du calendrier, pas très rassurant d'un point de vue tanking. D'un point de vue play-in, si on regarde le retard qu'on a actuellement, je crois qu'il est de 2 matchs et demi, 3 matchs C'est sur ça, la première. 2 matchs et demi sur Memphis qui est 10e si je... Voilà. Sachant qu'on a le même nombre de victoires, si je dis pas de bêtises. Où Memphis a dû gagner hier, donc ils doivent en avoir une de plus. J'ai pas le classement sous les yeux là, excusez-moi. Mais bref, on n'est pas loin du play-in. Et quand tu vois le calendrier et que tu vois le calendrier que donne Tankaton sur celui de nos adversaires, il est sensiblement équivalent, en tout cas au niveau de Memphis. C'est quasiment la même difficulté de calendrier. Donc pourquoi pas, même si moi ça fait pas spécialement plaisir, se rapprocher du play-in. Ce qui est intéressant, c'est que, alors sur la première partie de saison, on avait un calendrier très compliqué parce qu'on jouait tous les gros, on s'attendait à avoir pas mal de défaites et on a tenu. On a tenu même, et ce qui est encourageant mais en même temps inquiétant pour si on veut Kate Cunningham, c'est qu'on a tenu même quand il y avait des absences, même quand on jouait à 8, il y avait des matchs, on a gagné des matchs, on a tenu la plupart des matchs. Du coup là-dessus c'est plutôt encourageant en termes de niveau d'équipe, mais si on est vraiment à la recherche d'un très haut choix de draft avec notre pick, ça se complique un petit peu. Alors tu l'as bien dit, il y a eu le dernier match, en gros les 10 derniers matchs du Thunder seront très 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 importants, avec des affrontements contre Sacramento, avec des affrontements contre les Warriors, donc on en reparlera un petit peu ensuite, mais typiquement il faut leur donner des victoires à ces équipes-là. Donc ça sera intéressant de voir comment on les négocie, comment se négocie la fin de saison, sachant qu'on finit aussi contre Utah et contre les Clippers. Est-ce qu'ils feront reposer, est-ce qu'ils auront besoin de gagner des matchs pour le classement, etc. Tu peux jamais savoir sur des équipes comme ça. Donc à voir ensuite ce qu'on peut faire, mais la fin de saison sera à suivre parce que ça va commencer de vraiment se placer et des équipes qui auront plus d'objectifs vont vouloir perdre, etc. Donc par contre, l'argument pour moi, c'est qu'on a en fait notre destin en main dans le sens où on affronte tous les concurrents directs pour la fin, pour le tanking et pour la draft. On joue les Rockets une fois, 3 fois les Kings, 2 fois les Pistons, une fois les Wolves, les Cavs on les joue aussi. Tu joues vraiment les équipes les plus faibles de la ligue, donc si tu perds tous ces matchs-là, tu vas les relancer entre guillemets. Par contre, si tu gagnes, c'est à double tranchant parce que effectivement tu prends de l'avance et là tu t'éloignes vraiment d'un choix top 5 via notre pick. Le play-in, est-ce qu'on y croit réellement ? On fera peut-être un pronostic. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'on ne sait pas ce qui va se faire. Il restera 20 matchs. On ne sait pas ce qui va se passer à la trade deadline. On en a parlé beaucoup la semaine dernière dans le podcast. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Pas mal de situations trade autour d'Orford Deal, peut-être d'un Blake Griffin qui pourrait ratterrir à Oklahoma. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer là sur ces prochaines semaines qui seront intéressants à suivre. J'ai du mal à y croire pour l'instant et j'ai l'impression qu'on va finir fort dans le ventre mou là, 11-12e. Les Pistons depuis ces 15 dernières années, quoi. Tu finis 12e de ta conférence. Alors on sera content du développement des joueurs et du potentiel, etc. Mais pour le coup on aura peut-être un petit regret plus tard si on n'a pas Cunningham par exemple ou un autre top 5 à cause de ça. Lance pas le débat sur Cade maintenant. Non, on en parlera plus tard de Cade. On en parlera plus tard. On va faire 1 heure dessus. Mais alors pour ceux qui se disent perdre des matchs, c'est pas très grave, sachant qu'on a le pic des Rockets. Je suis au regret de vous annoncer, et c'est Pierre qui me l'a dit en off juste avant. Il pique mes arguments maintenant, c'est incroyable. Voilà. Non mais je savais qu'on allait rebondir sur ça, donc voilà. Je suis au regret de vous dire que Miami a le calendrier le plus facile jusqu'à la fin de saison et que Houston a le calendrier le plus difficile. Donc c'est vraiment tout est contre nous parce que j'aurais préféré limite que ce soit l'inverse. Mais Houston, vu leur niveau actuel qui est vraiment pas terrible, on attend le retour de Christian Wood, peut-être que ça ira mieux quand il sera là, mais malgré tout ils auront un calendrier qui va vraiment se compliquer. Et les wins qu'ils étaient censés prendre avant, quand le calendrier était plus simple, typiquement ils les prennent pas depuis 3 semaines. Donc on peut compter limite que sur nous-mêmes, ou tout du moins on peut pas compter sur Houston. Donc comme tu dis, il y a des matchs qui vont être très importants. Là, il y a un back-to-back Houston-Minnesota. T'as pas intérêt à prendre les deux. Hein. Bon, même si Minnesota, j'ai l'impression qu'ils sont
ils sont dans le futur du tanking, c'est vraiment... Minnesota, malgré tout, même si ça gagne pas de match, t'es pas à l'abri que, tu vois, D'Angelo Russell va peut-être revenir, ça joue mieux Ouais, oui, depuis que complètement. Anthony Towns est revenu. Et qu'il y a un nouveau coach, ça peut peut-être Il y a faire un un petit nouveau déclic coach, à force, voilà. ouais. Et, pas après, ces histoires de calendrier et de force de calendrier, c'est toujours à relativiser parce qu'on le sait, c'est des outils qui sont purement statistiques, calculés en fonction du pourcentage de win. Tu as plein de facteurs externes qui peuvent avoir lieu. Tu peux avoir des blessures. Typiquement, le break, il y a des équipes qui peuvent s'écrouler et dans l'autre cas, qui peuvent se monter en régime juste après le All-Star Break, même si c'est pour cette saison. Tu peux avoir des trades à la deadline. C'est un outil qui est représentatif, mais qui veut pas dire forcément que on va avoir un calendrier qui sera beaucoup plus facile que la première partie de saison. Par exemple, l'exemple de ça, c'est aussi les Mavericks qu'on joue 2 fois au mois de mars, par exemple, et eux, ils peuvent très vite se relancer, être sur une série, alors qu'ils sont considérés comme une équipe assez faible parce qu'ils n'ont pas un super bilan. Ils sont pas à 50%. Donc, ouais, c'est un exemple de ça. Ou par exemple, si vous jouiez les Wizards, Boston, les Wizards en début de saison étaient catastrophiques, tu les joues maintenant, c'est plus du tout la même équipe non plus. Il y a pas mal de facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, c'est pas la panacée, c'est tout Toronto, voilà. C'est pas la panacée, cet outil statistique, mais c'est quand même intéressant de le voir où, bah oui, effectivement, les Rockets, il leur reste tous les très gros à jouer, par exemple. Ils jouent 3 fois Utah et 3 fois les Clippers, si on donne juste exemple là. Donc là c'est clair et net que ces équipes-là seront compétitives tout le long de la saison. Autre équipe à suivre. Oui, ouais, non, ils ont vraiment un calendrier qui est compliqué. Autre équipe à suivre aussi, c'est les Warriors, parce que on le sait, on le répète depuis le début, on a leur premier tour s'ils finissent dans les 9 meilleurs bilans de la ligue. Ils sont 9e actuellement. Pour l'instant, tout se passe bien. Et eux, ils ont un calendrier annoncé 12e le plus dur. Donc ça se tient. C'est à peu près correct, c'est dans la moyenne. Il y a moyen, eux, qu'ils tiennent jusqu'au bout. Hein. Ils sont plutôt réguliers maintenant. Si ça tient physiquement, notamment pour Green et Curry, ce sera intéressant de voir comment ils jouent. Mais Wiseman, par exemple, revient. Kelly Oubre est en train vraiment... Le début de saison de Kelly Oubre était cataclysmique. Là, ça fait un mois qu'il est vraiment bon. Même Wiggins, sur qui ont tombé, fait au final ses meilleurs pourcentages en carrière, si je me trompe pas. Draymond, même si on se moque de lui, Draymond est quand même incroyable dans le système. Bah, le dernier match où il fait 17 passes d'ess... Bon. Ouais, non, mais je crois que depuis que Draymond est revenu, je crois que les Warriors ont le 4e defensive rating ou un truc dans le genre. Donc vraiment, ils ont... Draymond, même si il n'est pas en triple-double de moyenne, même s'il est à 5 points, il est très important dans ce collectif de Golden State. Donc là, à suivre aussi sur les Warriors comment ça évolue. Mais là, comme tu l'as dit sur la fin, ouais, je suis désolé. Wow. Oh là, j'ai plus de voix. Tu veux un verre d'eau ? Ça va aller. Incroyable. Alors, si tu veux, je fais Je sais pas ce qui s'est passé. Vas-y, Constant. Pendant que Pierre est en train de s'étouffer, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que le calendrier des Warriors est plutôt abordable et que, pour revenir sur notre point de vue à nous, il y a quand même 3 confrontations, 2 à domicile pour les Warriors en back-to-back, donc comme on l'a dit, la semaine où on affronte 3 fois les Kings, plus une au milieu avril, donc c'est des confrontations qui seront extrêmement importantes, déjà d'un point de vue personnel pour nous, parce que des défaites, on va toujours les prendre, et de l'autre côté pour le pick des Warriors, parce que je pense que, là tu l'as dit, Golden State a le 21e pick, je pense que ça va se jouer vraiment à 1 ou 2 places près pour savoir si on aura leur pick ou pas, et cette place-là, elle peut se jouer à 2-3 wins près. Et typiquement, les confrontations, de leur donner la win plutôt que de leur prendre une. Et j'enchaîne avec une question là qu'on a de Thomas dans le chat. Si on est 10e et qu'on se qualifie par miracle en playoff, est-ce qu'on aura le pic de la 10e place ou de la 8e place ? Ça c'est intéressant aussi pour les Warriors parce que s'ils finissent 7e ou 8e, c'est pas la même chose. C'est le pic de la 8e place, je crois. Si t'es pas en playoff, si t'es 8e en saison régulière et que tu perds au play-in, t'es considéré comme une équipe de loterie, donc t'as le dernier pic de la loterie. Donc c'est au bilan de la saison régulière, c'est pas selon le play-in. En fait. Non, c'est selon le play-in justement. Ah, selon le play-in, excuse-moi. Si tu t'as beau être, je sais pas, on va dire 7e de la conférence Ouest, si tu vas pas au play-in, t'auras le 14e pick à la loterie, quoi. Et par contre, si t'es 10e de la conférence Ouest, mais que tu vas quand même en play-off, t'auras un pick qui sera pas, qui sera le premier pick des équipes qui seront pas à la loterie. Ce play-in, c'est quand même... Bon, n'hésitez pas dans le chat à dire si vous pensez qu'OKC peut aller jouer le play-in ou si on va vraiment chuter dans le classement. T'opterais-toi pour quelle solution, Constant ? Moi je l'ai un peu dit, je pense qu'on va finir dans le ventre mou, on va finir 12-13.
Moi, je suis plutôt d'accord. Alors, la 15e place est réservée de toute façon par Minnesota qui est trop loin. De toute façon, Minnesota, même s'ils font une bonne seconde partie de saison, je sais pas s'ils seront capables de revenir. Donc déjà, la dernière place de l'Ouest qui nous était promis en quelque sorte, elle est foutue. Ça, Mhm. c'est bon. Ensuite, tu as nos amis de Houston. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'avec le retour de Christian Wood, ils vont commencer à gagner des matchs, mais si je suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de gagner des matchs au final. Pourquoi pas, écoute, il y a peut-être des équipes à l'Est aussi dont on n'a pas parlé, mais qui vont potentiellement être pires que Houston. Espérons. Mhm. Après, pour le play-in, ça dépendra pas que de nous. Tu vois, même si on a un bon bilan, tu as quand même 2 matchs et demi de retard. Et tu as quand même des équipes qui peuvent toquer à la porte. Typiquement New Orleans, typiquement Sacramento, si ça commence à se remettre en marche un petit peu aussi. Ouais, bah tu vois, Ah, ça le dit dans le chat, certains pensent que Sacramento finira devant. voilà, possiblement, Sacramento peut possiblement finir devant. Après, il y a un truc qu'il faut pas négliger pour le play-in, et on en a parlé juste avant d'aborder notre calendrier pour rigoler, c'est que Memphis et San Antonio ont 43 matchs à jouer. Je crois que San Antonio joue 43 matchs en 65 jours, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que c'est... Ils ont 11 back-to-back, Non, parce qu'il y a 40 matchs en 40 en 65 jours. 68, ouais, un Ah, truc je comme sais ça, plus. En tout pour cas, les dire. ils vont jouer vraiment beaucoup de back-to-back. C'est les deux équipes qui joueront le plus de back-to-back. En Hmm. gros, ils joueront quasiment plus d'un match tous les 2 jours. Ce qui va être très compliqué pour eux. Et justement, eux, sachant que San Antonio a le troisième bilan le plus, enfin, a le troisième calendrier le plus dur, En qu'ils ont plus. 43 matchs à jouer, San Antonio peut être une équipe qui peut baisser. Et si San Antonio et Memphis commencent à baisser, bah, tu te retrouves dans une situation où nous, Ouais. pour le coup, on peut faire juste ce qu'il faut pour leur passer devant parce qu'on aura un calendrier plus simple. On peut se retrouver avec la 10e place de l'Ouest et jouer le play-in au final. Sachant qu'un Dallas a un calendrier plutôt abordable, donc moi je les vois vraiment être au moins dans le play-in. Dallas, je vois Ah pas oui, comment ça peut ne pas le faire. Les Pélicans, je les trouve pas. Ils ont un calendrier assez compliqué aussi, le sixième 6e. plus dur. Donc intéressant aussi à suivre parce que c'est avec ces équipes-là en fait que ça va jouer. Il faut réussir à passer devant une équipe type Memphis, New Orleans, les Spurs comme tu l'as dit qui peuvent être chutés. Honnêtement les Spurs ils font un super début de saison. Je suis impressionné par ce que ça propose. Mais si avec quelques blessures, que ça enchaîne plein de matchs d'affilée ou enfin tu perds un peu le pied et tout, ça peut aller très vite. Et Memphis aussi d'ailleurs parce qu'ils ont beaucoup de matchs aussi à jouer, mais ils ont déjà eu pas mal d'absences donc ça va être à suivre ça. Après, c'est différent parce que San Antonio est quand même supérieur à Memphis sur ce début de Ouais. saison. Même s'il y a eu plus de blessures du côté de Memphis, Ja Morant a manqué un petit peu, Jaren Jackson n'a pas joué de la saison, Justice Winslow a débuté il y a une semaine et demie. Ça, c'est des joueurs qui sont importants dans la rotation de Memphis, qui sont même très Mm. importants. Mais l'enchaînement des matchs, et quand on voit que nous, déjà notre mois de février, il n'était pas évident. Hein. Quand tu joues 16 matchs en 28 jours, putain, on a vu que là, sur le match cette nuit, ça commençait à un peu tousser. Ouais. Si t'es San Antonio et Memphis, si tu commences à enchaîner les matchs, enchaîner les back-to-back et qu'en plus t'affrontes de gros adversaires, même si tu joues bien, il y a un moment où tu peux commencer à avoir une série de défaites vraiment importantes. Ouais, et effectivement, San Antonio a de l'avance sur nous, je vois ça dans le chat, mais ils ont joué bien moins de matchs que nous en fait. S'ils enchaînent une série de défaites sur les matchs qu'ils ont en retard, en fait ça peut aller très vite parce que là ils ont un super bilan, ils sont à 17-12, mais ils ont joué voilà, que 29 matchs. Nous on en a joué déjà bientôt 36, on en a déjà 34. 34, ouais. Et bientôt 36 avec le futur back-to-back après 3 jours de repos là. Donc ouais, en fait ça va être encore une fois le calendrier, il va y avoir des séries, il va y avoir des homestands, il va y avoir pas mal de choses. Ça va être encore un peu bizarre à suivre, je pense qu'il va encore avoir pas mal de surprises. Hein. Je pense que c'est typiquement l'année, bah voilà, une équipe comme les Spurs qui est un peu surprise, peut très bien performer ou peut très vite monter ou descendre rapidement, et ça des deux côtés de la conférence, ça passe par exemple New Ah, York. à l'Est, c'est À l'Est encore c'est encore pire. À l'Est, c'est encore pire, vraiment. Et ça aussi, on parlait du fait, effectivement, de jouer le play-in. Si jamais on joue pas le play-in, ces chaises musicales de l'Est vont avoir des répercussions. Parce que typiquement, t'as aucune équipe qui se démarque vraiment sur le bilan, en fait, Hmm. à l'Est. T'as les 3 premiers qui bougeront pas. T'as Toronto qui a l'air d'être bien parti pour faire quatrième, mais de 5 à aller 12-13. T'as Détroit, Cleveland et un peu Orlando en dessous, mais de 5 à 13, ça se joue dans un mouchoir de poche.
Et en fin de saison, tu as des équipes où ça peut se jouer au bilan, même si tu vois, elles se retrouvent dans le play-in, elles auront un bilan Mm. tellement fait parce qu'il y a tellement de victoires et de défaites qui s'échangent que elles peuvent être à la bataille avec nous. Bah, les Wizards sont 12e maintenant, ils sont à 2 matchs et demi des Raptors qui sont 4e. Voilà. Et Indiana, quand Et, ils ont et perdu contre je ne sais plus qui, contre New York hier. c'est contre New York où ils sont Mhm. passés de la 5e à la 9e place? C'est Non, ça, c'était la veille. c'est parce que les Knicks sont 5e et les Pacers sont 9e. Bah voilà. Donc ça Donc, se joue à une défaite près, quoi. donc c'est à suivre aussi parce qu'en fait, si tout le monde reste un peu compétitif à jouer le play-in, bah, par exemple un New York, on pouvait s'attendre à ce que ça soit très bas, eux maintenant ils vont jouer crânement leur chance d'aller en playoff. Hein. Ah, clairement, clairement. Clairement, il n'y a que Détroit. Il y a que Il Détroit y et a peut-être Cleveland qui presque va pas aller Cleveland, ouais, qui a enchaîné, là ça a enchaîné très 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 compliqué à Cleveland. Orlando c'est compliqué aussi en ce moment, je le vois aussi dans le chat, mais oui, si on leur envoie Hill pour aller chercher les playoffs, pourquoi pas, mais là c'est compliqué actuellement pour eux au poste de guard surtout. Hein. Bah oui, 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 parce que Vucevic fait quand même une sacrée saison, mais ils ont tellement de Ah bah oui, blessés, effectivement. compliqué. Et tu me fais une bonne transition parce qu'on parle de Vucevic qui a été nommé au All-Star Game. Eh, Et la parce collection. on va bientôt, on va bien sûr parler de Shea, qui lui n'a pas été sélectionné au All-Star Game. Alors, c'était pas vraiment une surprise, il faut l'avouer, mais on pouvait avoir quelques espoirs. Il en était vraiment pas loin, en fait, quand on regarde statistiquement et dans l'impact. Parce que Shea, en fait, depuis un mois, il est vraiment très très fort, et c'est sur ça qu'on va revenir. Juste pour, avant de te donner la parole pour illustrer, en février, Shea, c'est 34 minutes, 25,4 points, 6,1, une passe décisive, 4,9 rebonds, 51,8% au tir, 47,4% à 3 points, 84,6 au lancer franc, donc ça fait un 65,3 au true shooting percentage. Quand tu vois les tirs qu'il prend, c'est assez incroyable. Et Les moins bonnes 29... stats, elles sont lancées au final. Oui, et il a augmenté en plus, on s'en Ouais. plaignait un petit peu sur le début de saison, ça a augmenté. Et 29 d'usage, qui est le plus haut, je pense, de sa carrière, le plus haut depuis le début de saison, et que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ça, depuis Westbrook. Je pense que l'année dernière, personne n'était à 29, honnêtement. Non, Paul George, la deuxième année de Paul George, à mon avis, au niveau du usage Oui, oui. rate, tu dois pas être. Mais même Russ, après même quand il y avait Paul George, je pense que les deux étaient assez élevés. Donc on a eu son record en carrière Ouais, cette voilà. semaine dans un énorme carton. Juste après sa non-sélection All-Star Game, justement. Tu m'as piqué ma vanne. Bah non, ma question c'est, est-ce que Shea a pas encore passé un cap là devant nos yeux depuis une grosse dizaine de matchs, là, tout ce qui a été joué en février? Je sais pas. Écoute, est-ce qu'il a passé un cap? Je ne sais pas. Juste pour revenir sur sa non-sélection au Star Game, on nous dit dans le chat que si puis suit, c'est quand même une blague. Shea mérite bien plus. Ouais. Non, 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 vraiment. Si, alors je sais que les gens vont pas être d'accord. Je vais encore me faire, les gens vont encore me tomber dessus. Mais pour moi, Chris Paul mérite plus que Devin Booker d'aller au All-Star Game. Le truc c'est que les fans de Phoenix ne sont pas d'accord avec toi, donc moi ça me pousse dans la Ouais, vie mais contraire. Parce que Booker fait un super aussi mois, ça fait un mois là qu'il est vraiment très fort. Après, effectivement, et je sais l'argument que tu vas avancer, c'est l'influence culturelle, l'influence ouais. de mentoring de Chris Paul qui est incroyable. Mais le débat de toute façon de Shea était autour avec Chris Paul, Booker, DeRozan qui a pas été sélectionné. DeRozan non qui n'a pas plus. été sélectionné, Jamorant non plus, voilà, peut-être Fox, on en avait parlé. Ouais, Mitchell peut-être d'ailleurs, j'ai vu Alan qui avait tweeté ça, mais Mitchell a été très aidé par le bilan parce que statistiquement, il était proche de Shea en fait. Donc voilà, je te laisse continuer. Oui, bah, pour revenir sur le débat, tu vois, aujourd'hui, il y a un vrai débat. Si tu enlèves les playoffs, parce que Mitchell a fait des playoffs vraiment immenses, tu peux te demander, pour moi, il y a débat entre qui est le meilleur joueur entre Donovan Mitchell et Shea, typiquement. Et je pense que je suis pas le seul à. Je dis pas que Shea est meilleur, mais je pense qu'il peut y avoir matière à discussion. Parce que Donovan Mitchell, effectivement, est un excellent joueur, comme Shea est un excellent joueur. Après, il y a potentiellement débat. Mais ça, c'est autre chose. Pour revenir sur la non-sélection et sur la progression de Shea sur ce mois de février, bah ouais, ça y est, là, le monsieur est devenu élite offensivement. Hein, c'est devenu un des meilleurs attaquants, de la ligue en termes de pourcentage au tir. Là, il est vraiment extraordinaire. Un petit point un petit point qui a été souligné sur Twitter, je ne sais plus par qui. Il prend plus de tirs à 3 points en catch and shoot, ce qui était un peu son cas en début de saison. Il prend quasiment que des pull-ups.
Ce qui est dommage quand même de voir qu'il commençait à en faire un petit peu en début de saison et que ça a baissé ensuite. Pour être à 48% sur le mois d'ailleurs, hein, sans Oui, poule. oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. Son tir à 3 points est en train de progresser à une vitesse folle. Ses side steps, je vais y arriver. T'as plus grand monde qui arrive à les défendre. Le match face aux Spurs, pour le coup, il leur met une vraie sauce à 3 points. Il leur met une sauce de manière globale, mais après, la progression, je suis d'accord. Il y a encore un petit point sur lequel on peut quand même le critiquer. C'est que bah, typiquement, le match face aux Spurs, il met quoi? Il a 38 points à la fin du troisième quart. Ouais, c'est ça. Il disparaît un petit peu dans le quatrième. Bah, honnêtement, après, il a été très 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 ciblé. Ah bah oui. C'était prise à deux constante et on peut pas j'ai du mal à lui tomber dessus dans cette situation-là parce qu'il a très bien géré la fin de match en s'effaçant un petit peu et en donnant la balle aux autres. Tu vois, bon, j'ai du mal à lui tomber dessus, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a encore peut-être dans le clutch ou dans voilà. Tu vois, typiquement, voilà, Valentin qui dit je ne comprends pas la hate anti-Mitchell. C'est pas de la hate. C'est pas de la hate, je dis juste, il n'y a pas que moi qui dis ça. Vous regardez le classement de The Athletic, je crois que il n'y a pas loin. Shea est devant, je crois qu'ils sont pas loin, ou Shea est peut-être même devant. Donovan Mitchell est 5e, Shea est 6e et Trae Young est 7e. Donc voilà, je suis pas le seul à dire que Donovan Mitchell est fort. Effectivement, il y a 2 ans, il nous a mis une sauce, il a fait des playoffs incroyables, mais il est quand même dans une équipe qui est dans une équipe qui est très forte. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Donovan Mitchell. J'aime beaucoup le joueur, mais il n'est pas non plus du niveau de Doncic ou de voilà. Et ça montre à quel point je suis en train de progresser. Après, pour revenir sur son quatrième quart, tu vois, tu me demandais s'il avait progressé. C'est justement le point où il peut encore progresser, je trouve. Parce que les superstars, typiquement Donovan Mitchell, dans le clutch, même si elles sont ciblées, elles arrivent quand même à trouver une opportunité de se marquer et de rentrer des tirs. Ce que je sais pour l'instant, ils préfèrent plutôt se mettre en retrait. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être, mais dans des moments compliqués en fin de match, tu dois être capable de step up, même si tu as un gros défenseur sur toi. Après, est-ce que c'est vraiment sa mentalité? Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que c'est un... Bah, faut l'avoir cette mentalité. Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, il y a aussi... Il est tellement bon dans la gestion actuellement qu'il force rien, parce que ses pourcentages ils augmentent aussi parce que sa sélection de tir est très bonne, parce qu'il met tout dedans, mais parce que sa sélection est très bonne, et du coup il est très bon pour libérer la balle quand il a besoin, pour par exemple servir Dort dans un corner, ou servir Horford sur pick and roll, etc. Et c'est là que moi ça m'impressionne, et même dans les quatrièmes quart-temps, oui il est moins en vue, dans la gestion il est très bon, sur les dernières semaines. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en maîtrise, c'est-à-dire que le match contre Atlanta, où il fait pas des stats incroyables, par contre il est facile en fait. Il a joué les autres. Il a joué les autres. 24 points en marchant. C'est ça. Dès qu'il y a un switch, dès qu'il se retrouve sur triangle, il va finir sous le cercle. Dès qu'il y a Werther face à lui, s'il avait envie, il pouvait driver à chaque fois. Enfin, c'était super facile, quoi. C'était vraiment super facile. Et après, il y a ce point gestion, et il y a ce point quand même sur le tir. Alors là, les side steps, setbacks, il commence de mettre ça régulièrement. Ça y est, pour moi, ça y est, il l'a. Oui, alors il n'aura pas l'efficacité, il sera pas toujours à 48% à 3 points, ça c'est impossible. Non. Mais déjà à 36-37%. Oui, c'est une super arme en fait s'il commence à faire ça. Parce que 36-37%, ça doit être meilleur que par exemple un Lillard qui est réputé pour ça, ou voilà, je pense. Il faudrait checker, mais sur les pull-up ou les step back ou les side step, être à 38-37%, c'est monstrueux. Donc là-dessus, c'est fortement encourageant, et je dis souvent ça, je crois, dans les converses privées. On avait ce doute si c'était une vraie première option au début de la saison. Bon, là, il y en a plus trop des doutes, quoi. Il y en a plus trop, mais alors, je vois les réponses du chat. Thomas, effectivement, il y a un match contre Minnesota où il met 12 ou 13 points dans le quatrième quart. C'est le deuxième, là, dans le back-to-back. Ouais. Mais sur les matchs où... Enfin, il y a un match où il met 12-13 points dans le quatrième quart. Il y en a beaucoup plus où il est plus discret. Alors, effectivement... C'est pas qu'il est pas bon, en plus, c'est qu'il est discret, non, mais souvent. Je dis pas qu'il est pas bon. Non, mais c'est pour... Tu vois, Erwan dit que il pense que sa fin de match est hyper intelligente parce qu'il sert le mec disponible et qu'il force pas le jeu s'il est pris à deux. Je suis d'accord. C'est bien, c'est toujours bien de servir le coéquipier, surtout contre les Spurs, typiquement, Dort met dedans, donc tu vas pas non plus forcer tes tirs, bah, tu sers Dort dans les dernières minutes, et ça nous a plutôt bien réussi. Je dis juste que si Shea doit devenir une superstar,
Il doit être capable, comme fait Lillard typiquement, comme fait Curry, comme fait LeBron, Ouais. comme fait Doncic, d'enchaîner tout seul. Et je dis pas qu'il doit totalement mettre de côté son aspect gestionnaire et il doit penser qu'à scorer. Je dis juste que il doit forcer. Il y a un moment où son efficacité est bonne parce qu'il prend les tirs les plus faciles entre guillemets. C'est pour ça qu'il n'est pas à 28 points de moyenne et qu'il est que à 23 parce qu'il prend les meilleurs tirs. Malgré tout, il y a des moments où j'aimerais bien le voir en fin de match quand c'est serré s'affirmer un peu plus. Hmm. Mais Après, je dis pas qu'il est mauvais. effectivement, c'est ce qu'on nous dit, on en a débattu pas mal de fois. Depuis le début de saison, il en avait loupé certaines où justement il avait un peu plus forcé, etc. Et c'est ce qu'on soulève, c'est que là, sur ce mois-ci, alors il a été discret, etc. Mais dans la gestion, ça a été correct. Alors on aimerait des fois qu'il bat, typiquement le match où il fait son record en carrière, on avait tous envie qu'il prenne tous les tirs. Parce que là, il était chaud. La dernière action, on voulait que ça soit entre ses mains. Bon, ça a très bien tourné en étant autrement, alors que la situation était destinée pour lui. Mais il faut quand même soulever qu'actuellement, oui, il est pas en. Ah, il fait pas un Dame Time, j'ai envie de dire, mais enfin, c'est fort, c'est fort. Il est pas négatif, il est pas Non, mais je vais dans pas le dire le déchet. contraire. Je dis pas le contraire. Je dis juste, si tu veux devenir une superstar, si tu veux franchir Ouais, ce niveau supplémentaire, faut être un peu plus ouais, présent ouais. dans les fins de match. Après, moi, je maintiens, là, je commence d'être de l'avis de Nathan, je crois que c'est qui dit dans le chat. C'est un alpha bis, peut-être. C'est un 1B avec un 1A, quoi. Bah justement, C'est Davis et LeBron, quoi. si tu veux devenir un 1A, Ouais. faut être présent dans les grands moments. Mais rien Faut que le pas fait avoir peur de prendre ses déjà qu'on responsabilités. pense que ça va devenir un 1B, c'est mieux parce qu'au début on disait que ça sera un 2. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, en Ce qui est début de déjà un. saison, on le disait, mais Ouais. là, pour le coup, il est en train de prouver qu'il est capable. Il est vraiment capable. Il manque voilà, une superstar à côté de lui qu'on aura Il peut-être manque prochainement. Il manque peut-être un peu aussi le côté, tu vois, il est efficace parce qu'il prend 15 tirs par match. Ouais. Quantité. Un peu de quantité. Faut avoir peut-être un volume de shoot plus important si tu veux être une superstar et pas Hmm, juste prendre le tir quand tu as une bonne match-up. Les superstars, elles prennent des mauvais tirs parfois, mais elles sont tellement fortes qu'elles sont capables de les rentrer. hmm. Après, il faut aussi remettre en contexte la situation, etc. Je pense que c'est vraiment prôné par le coach et du partage et de tout ce qui ressort de cet effectif-là, c'est ça. Et même on comparait à Mitchell au début, mais peut-être inverser les deux dans les situations. Mitchell, par exemple, aurait fait, je pense, beaucoup plus de quantité, aurait Oui, peut-être oui, plus oui. staté, mais avec des moins bons pourcentages. Voilà, là où Shea est plus discret, plus gestionnaire. Oui, oui. Par contre, on parle de niveau sur le terrain en disant ça peut être un 1.5 ou un B. Par contre, en termes de leadership, il est 1.A tout le Ah temps. bah là, cette année, oui, c'est un point. En termes de C'est... leadership, là, à 22 ans, là, les déclats qu'il fait sur Baisley en disant il a 20 ans, il découvre encore le jeu, c'est pas alors Ford ou Chris Paul qui dit ça, hein, c'est Shea à 22 ans, Hmm. dans sa C'est vrai, troisième saison. il s'est vraiment imposé comme un leader, il n'y a eu aucun doute, il y a eu une transition naturelle, j'ai envie de Incroyable. dire, tout le monde est pas à ses ordres, mais voilà. C'est incroyable d'être déjà à ce niveau-là, et là pour le coup sur le contrat max, il y a zéro doute en Oh non, il n'y fait. a plus de doute. Il y a zéro doute, Oh, il y a non. zéro doute, donc attendez-vous à avoir du Shea pendant quelques temps, encore une fois, après la saison à venir, et on va être honnête, enfin, là dans les allez, 3-4 prochaines saisons, s'il fait pas les deux All-Star Games, c'est que c'est bizarre. Ah, bon, franchement, il avait les stats cette année. C'est un peu comme, bah tiens, typiquement comme Devin Booker avant Ouais, cette année, ou ouais. avant même l'année dernière. Il avait les stats, il avait la production statistique, mais il n'avait pas le bilan collectif. Dès qu'OKC aura un meilleur bilan, si Shea il continue à être en 23-5-6, ou peut-être même il peut faire des saisons en 25-5-5, hein, même cette Oui. saison, il peut la terminer en 25-5-5. Ce qui serait quand même un joli palier. Mais s'il continue à faire ses stats comme ça, il suffit d'avoir un bilan un poil meilleur pour qu'il soit All-Star, hein. Hmm. Ah bah oui, c'est ça. C'est une bonne compa avec Booker là, que tu as pu mentionner. Alors, est-ce qu'il peut être prolongé cet été ou l'année prochaine? On peut dès cet été le Cet faire. été. Même s'il a encore un an sur son contrat qui reste, on peut le faire dès cet été. Mais l'extension prendra place Ouais. pas l'été d'après, quand son Ouais. contrat sera arrivé à son terme. Donc dès cet été, on risque de faire un podcast où on parlera de Shea, parce qu'il a prolongé, ou un live d'ailleurs, où tout le monde est Oui, content. ouais, 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 bah, c'est typiquement ce qui est arrivé à Jason Tatum.
ou Jokic il y a quelques années. Bah, Darren Fox aussi. Darren Fox aussi. Plus récemment, pour ceux qui suivent. On va enchaîner, on a pas mal parlé de Shai. Là, on va revenir sur un truc un peu plus d'actualité. La blessure d'Hamidou Diallo, bon, pour 2 matchs pour l'instant. Est-ce qu'il va revenir avant l'All-Star Break? Je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'on va le gérer. Avec celle de George Hill en plus, ça a entraîné le retour de Ty Jerome qui était dans la bulle de J-League. Alors déjà, première chose, c'est que ça te montre que Diallo est vraiment considéré comme un guard qui va créer, qui va jouer balle en main et qui va mener le jeu. C'est assez incroyable. Mais c'était plutôt pour revenir un petit peu sur Ty Jerome parce qu'on a eu ses premières minutes cette saison et il a été plutôt bon. J'ai pas trop envie de parler statistiquement parce que alors il a joué dans un match où c'était un énorme blowout et un match où en face ça défendait pas. Donc, statistiquement, on n'a pas encore un assez grand échantillon, donc c'est plutôt sur de l'eye test pour l'instant. J'ai plutôt bien aimé, et toi, qu'est-ce que tu aurais à retirer un peu de lui? Après, je réenchaînerai. Moi, je suis plutôt très satisfait parce que j'ai vu de Ty Jerome. Pour le coup, on en avait longuement parlé quand on avait fait le podcast lors du trade de Chris Paul avec Alex et Son Zephyr. Typiquement parce que c'était le seul joueur qui restait dans notre effectif, parce que sinon... Mais c'est juste pour ça, parce qu'on voulait parler de Kelly Oubre, il n'y avait plus, Ricky Rubio il n'y avait plus, donc on avait passé 15 minutes sur Ty Jerome, qui savait choquer un peu Alex d'ailleurs, c'est le seul... parce que c'était le seul joueur de l'effectif, donc typiquement on était obligé de faire longtemps sur lui. Mais de ce qu'on voit, faut pas oublier que c'est le joueur qui a été drafté juste après Bazley, l'année dernière. Donc c'est quand même un first round qui avait fait une énorme saison universitaire du côté de Virginia, champion universitaire d'ailleurs. Et de ce qu'on voit là des 2 premiers matchs, alors effectivement statistiquement j'ai pas envie d'en parler, mais malgré tout l'eye test est quand même plutôt bon. Je trouve que ce sera pas un grand défenseur mais qui se donne. Ce qui faisait sa qualité au moment de sa draft, c'était son shoot. Je trouve que sur ces 2 matchs, il a quand même plutôt une bonne qualité de shoot. Et pour avoir vu un peu la J-League, je reparlerai ensuite, mais il a un vrai tir. Et c'était lui d'ailleurs qui disait, moi je viens pour écarter le jeu pour Shai, j'ai un vrai range à 3 points et je vais scorer quoi. Ouais, tu vois, typiquement sur les matchs, lui pour le coup il a feu vert. Match contre Denver, il envoie... Match contre Denver, cette nuit, il envoie 2-3 tirs là, à 8-9 mètres. Il fait ok, le gars a la confiance, en plus il a le feu vert du coach pour shooter. Donc moi je suis plutôt satisfait, je trouve que typiquement premier match il bat son record en carrière en assist, premier match avec le groupe il bat son record en carrière en passe décisive, deuxième match avec le groupe il bat son record en carrière au point. Donc comme ça, ça va comme début, c'est pas trop mal. Comme ça t'es tranquille, mais ça montre justement qu'il est capable de créer et en même temps il est capable de scorer. Déjà la première chose c'est que c'est un vrai guard quoi. On n'en a pas énormément dans l'effectif parce que Shai est à 1-2, Malédon est à 1-2 mais au final peu le ballon en main, il est blessé, Diallo jouait ce rôle là mais c'est pas un vrai guard et tu vois la différence d'un joueur comme ça qui est habitué depuis qu'il est je pense petit à jouer tout le temps balle en main et à créer pour les autres. Oui, voilà. Depuis Virginia. Donc tu vois ce joueur-là qui est habitué à créer pour les autres, qui met en valeur les autres, qui semble très intelligent en termes basket, et je l'ai vu aussi dans le chat et j'allais le mentionner, tu vois qu'il y a une bonne connexion avec Théo parce que les deux puent le basket. Donc forcément ils se trouvent super bien, t'as des coupes logiques, t'as des placements super logiques. Ty Jerome je pense que ça sera jamais un gros scoreur. Par contre, il va être capable de te mettre un petit flotteur, un petit tir à mi-distance ou un panier sous cercle parce qu'il est bien placé ou il aura fait la bonne coupe. Il va te mettre 1 ou 2 3 points parce qu'il a je pense qu'il est capable d'exporter son tir à NBA, qu'il a un bon range justement, on l'a vu, il peut prendre des tirs d'un peu loin. Et que si ça clique, il peut être intéressant à côté d'un ball handler dominant. Après, voilà, il y a cette limite physique, encore une fois, qui démord un petit peu avec le reste de l'effectif d'ailleurs. C'est peut-être le joueur le moins athlétique de l'effectif. Il y a Muscala. Ouais, mais justement, c'est le seul qui me venait en tête, mais lui, il est grand, du coup. Ouais, voilà, mais en gros, comparé aux autres guards ou aux ailiers, ça change un petit peu. Donc, défensivement, il peut être ciblé, par exemple, mais pour l'instant, c'est très bon ce qu'on voit de lui, et donc, du coup, là, le problème, ça va être la rotation dans le futur. Imaginons que... Alors, pour l'instant, il est dans l'effectif. Certes. Pour l'instant, il y a du Poku, par exemple, et Angeli. Mais
on va être à combien de joueurs à la fin qui peuvent jouer en fait? Parce que par exemple un Justin Jackson qu'on avait beaucoup aimé, toi et moi, sur les dernières semaines, qui avait bien apporté au scoring quand on avait eu l'opportunité, il y a certains matchs où il n'a pas joué parce qu'on a tourné à 9 sur certains matchs, Daynault avait un peu réduit ça. Là on l'a vu un petit peu, mais parce que Diallo est aussi blessé. Tu vois, il y a des joueurs en fait qui avaient montré des choses et qui n'ont pas de temps de jeu. Si Ty Jerome commence de montrer des choses, ça va encore être plus compliqué en termes de choix de coach. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils se tirent pas la bourre avec Malédon pour l'instant, ils se prennent pas du temps de jeu l'un à l'autre. Ça c'est intéressant parce que c'est une chose qu'on... Ouais, ça en a pris à Dort qui a pas beaucoup joué, notamment sur le dernier match. Bon, il avait l'air fatigué, il y avait le blowout. Mais ça, ce sera peut-être positif que les deux puissent jouer ensemble. On avait un peu peur, toi et moi, je crois que les deux sont en fait en concurrence et qu'il n'y en ait qu'un tout le temps sur le terrain, ils peuvent pas jouer ensemble. Là, on a vu l'inverse. Comment ça va s'articuler pour la suite en fait? Déjà, faudrait un trade de George Hill. Voilà, là, ça devient... Il faut le faire en fait. C'est au bout d'un moment... Ah ouais, Boston, faites-le à la fin. Moi, je ne lâcherai pas Boston. Mais une équipe, faites-le, George Hill. De toute façon, il va juste faire embouteillage pour les jeunes s'il revient. Donc vraiment, ce sera contre-productif pour nous et pour lui. Combien de matchs il a joué en fait, effectivement, avec nous? Il en a joué une quinzaine, même pas, une vingtaine? 18, 20. Attends, je vais te dire ça tout de suite. 14. Ouais, bah tu vois, moi j'ai l'impression qu'il a jamais joué en fait. Enfin, il a fait même pas la moitié des matchs pour l'instant. Non, donc, il a pas fait la moitié, il a fait. Ouais. Mais George Hill, vraiment, le garder, ce sera contre-productif pour nous et pour lui. Donc ça fait un truc en moins. Au niveau de ta rotation, le problème, c'est que tu as Malédon qui sera starter, tu as Shea qui sera toujours starter, tu as Dort qui sera toujours starter, et tu as Ty Jerome et Hamidou Diallo dans ta rotation. En gros, tu as 4 voire 5 joueurs pour une rotation sur 2 ou 3 postes. Il y a moyen de remédier à ça, c'est que tu arrêtes de faire jouer Justin Jackson et Darius Miller. Mais Darius Miller joue, enfin, il est 15e quoi. Oui, mais tu arrêtes de faire jouer Justin Jackson, qui joue principalement 3, voire 4, tu décales Diallo en 3 ou en 2, et tu te débrouilles pour faire des rotations où tu as Malédon et t'as Jérôme qui tourne sur le poste 1-2, t'as Shea, Dort et Diallo qui tournent sur le poste 2-3, et après pour ta rotation intérieure, tu restes sur du classique, mais si tu veux vraiment faire jouer tout le monde, je pense que tu dois enlever un joueur de ta rotation, un joueur qui joue au poste 3, et typiquement c'est Justin Jackson. Au moins un, parce que tu vois là dans ta stratégie, tu as très peu de moments avec Shea, Dort et Diallo ensemble, ce qui est un truc qui marche bien je pense, qui est intéressant. Donc c'est dur à faire. Donc c'est un peu dur déjà Daynault aura du travail là-dessus, ça va être dur de lui tomber dessus parce que on n'est pas en interne non plus, et comme tu dis par exemple un Justin Jackson on sort de la rotation, mais à chaque fois qu'il rentre, il est plutôt bon, on va être honnête. Alors est-ce que Ty Jerome confirmera sur les prochaines semaines? C'est une autre chose, là on réagit un peu à chaud, j'ai envie de dire, mais alors première chose, c'est déjà il faut le trader, parce que s'il revient, qu'il prend des minutes de titulaire... En plus, il va nous faire gagner des matchs. Non. C'est ça, et d'ailleurs je vois qu'il y a de la team pour l'envoyer à Orlando, merci les gars, parce que dans le dernier podcast, on n'a pas voulu prendre mon idée, je me suis fait... alpagué par Constant et Tom. Moi, je suis pour l'amener à Orlando. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux l'amener à Orlando, mais alors pas contre Mobamba, par contre. C'est tout, plus... moi je veux bien l'envoyer à Orlando, hein. Comme dit dans le chat, ça renforce un concu direct, hein. Mais tu n'envoies pas Mobamba, par contre. Mobamba qui a la meilleure chanson de joueur possible en termes de rap. D'ailleurs, plus que son talent de joueur, il a une super chanson. Voilà, Mobamba n'est pas un joueur NBA, c'est juste un chanson de rap. Ça montre le niveau de Mobamba. Je pourrais la mettre en intro s'il vient, c'est ça qui est bien. Tu vois. Non, plus sérieusement, ça devient vraiment important de le trader à la deadline. On va suivre ça de près parce que ça arrive à grands pas, comme on vous l'a dit. Et ensuite, il y aura une rotation réadaptée. Alors qui on prend à Orlando? Moi la stratégie que j'avais c'était autour d'un Bamba, peut-être d'un Okiki mais ça m'étonnerait qu'ils le lâchent, mais en gros c'était ça quoi. Il faut prendre un peu de salaire du Magic. Oui, il faut en prendre un peu, mais bon, on va pas refaire un épisode sur le trade. Non. Celui d'avant, on vous a proposé plein de trades très sympathiques et largement meilleurs que... Et parfois très compliqués en termes CBA. Mais les gens ont globalement compris. La finalité, elle résulte, même s'il y a des technicalités, la finalité résulte toujours dans le fait qu'il y a un trade qui se fait. Mais ouais, pour la rotation,
tu vois, et en plus, on parlait là du fait que Ty Jerome va rajouter quelqu'un au poste de guard. Shea, il joue moins de minutes que l'année dernière, hein. Alors, c'est dû au fait qu'il y a principalement des blowouts dont il joue moins. Mais si tu te ramènes avec Ty Jerome, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses le Ouais. temps de jeu de Malédon, tu baisses le temps de jeu de Dort, tu baisses celui d'Amidou Diallo. C'est un vrai casse-tête. Il y a plein de choses que Pour le t'as pas coup. envie de faire en fait, hein, parce que tout le monde a tellement prouvé depuis le début de saison que ça te fait chier d'enlever du temps de jeu à n'importe qui en fait. Bah ouais. Donc, Donc, je sais pas. alors pour l'instant on est dans une concurrence assez saine, mais au bout d'un moment les joueurs voudront jouer quoi. Enfin, Ouais, je ouais. me dis, Après, tu fais, allez, si tu fais jouer 28 minutes Malédon, 20 minutes Ty Jerome, 20 Diallo, je pense que ça peut se goupiller avec tes starters. ouais, Ça peut, ça peut se 20 goupiller. Diallo, hein, t'as dit 20 Diallo. Ouais, Bah, c'est très peu non, en fait. bah c'est lui c'est lui dont j'aurais du temps. Ouais, Ou t'en ouais. fais jouer 23-24 Diallo et t'en fais jouer 17-16 à Ty Jerome. Parce que quand tu vois ce que donne Ah bah, Diallo depuis le début de saison, moi je lui donne plus que 20 minutes quoi. Enfin, eh bah t'as vu, c'est moi qui résulte le temps de ouais, jeu de c'est Diallo. vrai. Mais non, mais toujours est-il que va falloir enlever des minutes. De toute façon, si tu veux faire jouer Ty Jerome, va falloir enlever des minutes. Donc, Ouais. Ça se complique, il suffit que beaucoup reviennent et on veut le faire jouer aussi, tu te retrouves avec un peu plus de monde sur le c'est front pas au court. même poste. Oui, non, mais j'allais dire sur le front court, tu te retrouves avec aussi plus de monde. Bon, t'enlèves Roby. Ouais, mais alors est-ce que tu veux c'est le même problème, enfin, c'est le même cas que les autres joueurs, tu vois. Mais ouais, ouais. Constant, il est catégorique sur Bamba parce qu'il aime pas Bamba, il dit qu'il ne donnera rien, c'est juste pour ça. Bah, et je trouve que c'est. Non, mais alors, pour répondre à la question, je suis catégorique dans un fait de pas trader pour Mobamba parce que ça fait 3 ans qu'il est en NBA, que monsieur n'a rien prouvé, que c'est un ton maker juste en plus jeune. Je défonce, attention, je défonce quelqu'un, mais j'aime pas Mobamba. Je trouve que il a jamais apporté. De toute façon, moi, je trouve moyen le fait de dire d'un joueur quand il est drafté, il est capable de faire des comptes et de rentrer ses tirs à 3 points. Je me méfie parce que pour moi, non mais Après, il est un peu plus tanké que Ton Maker pour le coup, maintenant, oui, et puis il Mobamba. est plus jeune aussi parce que Ton Maker Oui, quand il a été drafté, il avait 24 ans. Mais ouais. et je suis contre un trade de Bamba parce que je trouve que tu peux récupérer des choses plus intéressantes ailleurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Pour moi, c'est s'il n'y a pas Et une meilleure offre autre part. Ça, je suis d'accord. sachant que tu as drafté beaucoup l'année d'avant. Rajouter un espèce de fric au pivot alors que t'en as Ouais, drafté après, un 5 mois avant. c'est tellement pas le même profil. Enfin, l'autre, c'est un rim runner qui peut un peu tirer, et Poku, c'est un guard, quoi. Oui, Enfin, mais c'est un guard qui fait 7 foot. ça reste quand même deux espèces de freaks, Ouais. chacun dans un registre différent qui jouent sur Ouais. le même poste. Alors, je vais donner mon avis sur Bamba, du coup, parce que c'est moi qui ai émis cette idée, et d'ailleurs que d'autres insiders du Thunder j'avais écouté un podcast. Je dis d'autres insiders comme si j'en étais un, tu sais, c'est exceptionnel maintenant. Non, parce que c'est un joueur, effectivement, qui a pas prouvé pour l'instant, mais qui a pas eu vraiment beaucoup de chance, qui a eu quelques absences, etc. C'est un pivot, donc surtout un profil comme lui, ça met longtemps à se développer, etc. Donc ça se Et développe pas. où ça se développe pas, effectivement, il faut le mentionner. Donc, moi, je me dis, c'est potentiellement relançable, où il pourrait s'exprimer un peu plus chez nous qu'à Orlando. Et on n'a pas vraiment de joueurs de ce profil, en fait. Tu vois, plusieurs fois, on a parlé, dans le chat, ça en parlait aussi, qu'on n'avait pas de 5, un peu rim runner, un peu qui pouvait dunker, que tu pouvais jeter la balle en l'air. Il n'y a plus Lui, Nerlens, ça. ouais, il n'y a plus Nerlens, lui, typiquement, ben, il peut le faire, je pense. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Je lui donne pas 25 minutes, hein, mais tu le fais jouer 15 minutes en sortie de banc, en poste 5, pour qu'il défende un peu, qu'il mette quelques dunks, etc. Et petit à petit, on voit ce que ça peut donner. Je suis plutôt ok, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, que si à Boston ou Philly, t'envoies des firsts, vas-y, prends les firsts. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. T'étais prêt à échanger George Hill contre un rim runner que tu fais jouer un quart d'heure. Ouais, ça dépend. Je préfère appeler Boston ou Philly en disant bah filez-nous Bon, un first round. t'auras pas besoin de les appeler, ils t'appelleront. Ouais, non mais je veux dire, Ouais. en plus, comme on a dit, tu peux faire monter les offres. Oui. Boston et Philly ils jouent dans la même division, donc bon. Il y a un Puis on- moment où tu peux dire à Boston, bah non, je vais l'envoyer à Philly, qu'est-ce que tu me proposes? Bah je suis après, d'accord. Danny Ainge n'a pas l'air d'être chaud pour faire des trades de toute façon. Ouais. Je crois que le dernier gros trade qu'a fait Danny Ainge, c'est celui de Kyrie. Danny Ainge, il déclare tout le temps qu'il va faire des trucs et tout, mais au final, Boston n'a pas tant bougé que ça
de ces dernières années. Hein. Il y a le trade de Kyrie, Ouais. puis c'est tout. Hein. Sinon, le dernier gros trade, c'est celui de Paul Pierce. Ouais, Et après, il y avait eu quelques trucs à la draft, là, quand ils descendent, alors l'année de Fultz, tu vois, il y a eu quelques trucs, tu vois. oui, mais c'est pas Mais des moves qui sont révolutionnaires. non, 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 non. C'est pas genre tu fais bouger ton effectif, alors que Boston, avec la trade exception qu'ils ont, ils Si, pourraient. si, s'ils bougent pas cette année, c'est... Non, mais c'est débile parce que. Alors, on fait un podcast Boston, attention. Bienvenue sur Celtics FR. Non, mais Boston, en plus, pour moi, toutes les équipes de l'Est ont intérêt à se renforcer à la trade deadline parce que l'année prochaine, t'as les Nets qui vont se retrouver avec le retour de Spencer Dinwiddie, une année de plus de formation et d'adaptation pour le trio Kyrie, Harden, KD. Pour moi, si t'es une équipe de l'Est, t'as intérêt à jouer le coup dès cette année et pas attendre l'année prochaine. Hmm. Parce que du côté de Brooklyn, ils vont être encore plus forts que ce qu'ils sont déjà cette année. Ouais. Pour conclure sur ce débat de Georgie, là, ça a dérivé un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas en train de surévaluer un joueur vieillissant qui revient de blessure? Je suis pas sûr parce que le jeu de George Hill ne pose pas vraiment de problème. Alors là, il est blessé à la main. C'est plus compromettant pour son tir, effectivement, si c'est assez grave. Mais il a un jeu qui fait beaucoup de spot-up, mine de rien. C'est ça qu'on va lui demander s'il va dans une équipe, typiquement aux Sixers. Il va pas avoir énormément la balle en main. On va lui demander de scorer à 3 points, de défendre correctement sur les guards. Voilà, des troisième options à la création, quoi. Donc, pour un joueur comme lui, il le faisait très bien les années auparavant. Il avait fait aux Bucks, à Milwaukee. Je suis pas sûr que ça soit très. C'est pas une énorme blessure qu'il a eu. Alors, s'il est vraiment gêné pour son tir, ça sera problématique. Mais j'en suis pas sûr pour l'instant. Non, moi, je suis pas convaincu non plus. Je pense pas qu'on surévalue George Hill. Je pense qu'il y a un marché pour George Hill, quoi qu'il arrive. S'il n'y avait pas de marché, je te dirais, bon, peut-être on est en train de le surévaluer. Mais je pense que George Hill, même quand il reviendra de sa blessure au pouce, qui n'est pas non plus extrêmement gravissime, on l'a bien vu en début de saison, comme c'est dit dans le chat, il est capable de jouer largement comme il faut. Il est capable de défendre, de poser la balle, et quoi qu'il arrive, George Hill sera toujours un joueur efficace et utile dans une rotation NBA, quelles que soient les prétentions au niveau sportif de cette franchise. Après, on nous le dit dans le chat, effectivement, l'année dernière, on avait peut-être un peu surévalué Schroeder et Gallinari. Je suis d'accord, mais du coup, on sera peut-être surpris de la contrepartie contre Hill. Hein. Voilà, c'est pas très grave en soi, mais je pense que Presti, il enverra la meilleure offre. Hein, il s'en fout, je pense, de renforcer n'importe quelle équipe à l'Est. Je sais pas si on avait surévalué Schroeder et Gallinari. Si, Constant, si. On était parce que typiquement, trade, donc, oui, mais typiquement, on s'attendait à ce que Schroeder parte pour mieux qu'un 28 ou un 27. Sauf qu'au final, le 27 s'est transformé en. Ah oui. le 27, le trade de Schroeder, c'est plus grand que juste récupérer le 28. C'est vrai, quand tu le fais en définitive, ça devient Danny Green et un choix, qui devient Al Horford, Théo Malédon, etc. Il y a plein. Beaucoup aussi dedans. Il y a plein de choses. Hein. Ça devient. Comme dit Sanson, on a sous-estimé Steven Adams par contre. Ah oui. Donc, et je pense qu'on n'était pas les seuls à dire que Steven Adams était difficilement bougeable. Ça sera peut-être marrant à faire, peut-être à la fin de l'année, un débrief des trades un an après, pardon, sur ce qu'ils sont réellement devenus. Parce que sur l'instant, des fois, on est content, et en fait, rien qu'un an après, tu te dis, ah ouais, en fait, on a récupéré plein de choses, en fait, c'était nul, en fait, tu vois, voilà. Bah ouais, donc on va voir. Hein. Comme celui des Warriors, qui prend tout son sens si on a leur first pick cette année. Bah typiquement, oui. Comme celui de Westbrook, pique un peu plus si tu perds le pick des Rockets. Ouais, exactement. Notre dernier petit sujet qu'on avait listé, c'était, encore une fois, on en parle très souvent, c'est Darius Bazley. Je crois que c'est dont on a le plus parlé. Je pense, ouais. Bah, il a quand même eu un podcast entièrement consacré sur lui, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas fait. En fait, pourquoi on parle de lui? Parce que tu as appris ses mauvaises performances de il y a quelques jours. Là, il était un peu mieux ces 2 derniers matchs, on va dire. Quand notamment, il a fait un joli 0/8 au tir. Sur les Spurs. Ouais. Tu avais tweeté un petit sondage en demandant aux gens si ça les dérangeait, s'ils seraient contre l'idée de le trader pour... alors, tu avais mentionné... pour un upgrade, alors je vais le faire parce que c'est moi qui... Ouais, vas-y, explique-toi, parce que là... Parce que sinon, les gens vont m'attaquer avec des fourches et des torches. Je ne dis pas, parce que ce sera le sujet d'avant, j'ai posé une question.
Ça ne veut pas dire que je prends parti d'un côté comme de l'autre, j'aime bien faire ça, demander l'avis à la communauté, parce que, typiquement, moi, avant de faire le sondage, je pensais que 75% des gens, allez, peut-être un peu moins, deux tiers des gens allaient le trader. Finalement, les résultats étaient enfin, étaient quasiment équivalents. Je crois qu'on est sur du 55-45 pour les gens qui voulaient le trader. Ma question... je peux te le dire, on est à 53-47 sur 400 votes presque. Donc, voilà, donc les gens sont partagés. La question que j'ai posée, c'est est-ce que, au vu de ses performances récentes, et c'est là tout le paradoxe de Bazley, c'est que sur les 2 matchs d'après, il a été bon. Après, il a été bon contre une équipe d'Atlanta qui défendait pas, et contre une équipe de Denver où son vis-à-vis direct en défense, c'était Michael Porter Jr. Donc bon, hein, c'est pas... Non mais, il fait des bons matchs, hein, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste, c'est pas les meilleurs défenseurs. Et en plus, et alors je parle de John Collins, attention, en disant que c'est pas le meilleur défenseur. John Collins d'ailleurs, qui faisait partie des gens que je mentionnais en disant est-ce que les gens sont prêts à trader Bazley pour un potentiel upgrade au poste 4 ? J'ai mentionné John Collins parce que je pense que c'est un upgrade au poste 4, faut quand même pas déconner. J'ai mentionné Marvin Bagley parce que, non pas que je pense que Bagley soit actuellement un meilleur joueur que Bazley, je trouve que ça reste un joueur qui a été drafté 2e, qui fait des performances que certains critiquent, que moi je trouve plutôt satisfaisantes. Il a eu des problèmes des blessures, mais cette année il a loupé que 2 matchs. Il est capable de rentrer ses tirs. Bon, je dis pas que Bagley est meilleur que Bazley, j'ai juste posé la question. Disons que le gap offensif que Bagley a sur Bazley, défensivement il est aussi grand. Tu vois, où Bagley est vraiment simple. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est une question à se poser. Bref. Et mon deuxième cas de figure qui va arriver, parce que j'ai aussi allumé des feux hier sur Twitter, c'est pour potentiellement monter dans la draft. Ah. Potentiellement monter dans la draft. Donc, la question c'est... Voilà, c'est un sondage que j'ai posé. Les gens sont partagés. Oui, d'ailleurs, oui. Je suis partagé. Donc, voilà. C'était pas en disant il faut le trade, c'était une question pour sonder l'avis de la commune. Dans le chat, on est plutôt pas trop d'accord pour Collins et Bagley depuis ce que j'ai pu voir. Je suis plutôt de cet avis-là. On en a parlé pas mal de Collins dans le dernier live, justement. Alors, c'était intéressant ce que tu proposais en termes de timeline, si tu le re-signes, etc. Bon, effectivement, ça peut être intéressant. Je trouve par contre, et c'était le moment où tu l'as tweeté, était intéressant aussi, mais je pensais avoir plus de surréactions sur Bazley, que plus de gens abandonnent. Mais au final, la plupart des gens ont dit il faut prendre le temps, etc. Il est très jeune, et je suis complètement d'accord. Je suis peut-être pas le plus haut sur Bazley, mais alors pour le coup, s'il y en a un sur lequel il faut prendre le temps, si on prend pour Poku par exemple, c'est aussi pour lui. Pour moi, la situation n'est pas la même. Je suis d'accord, parce que lui, il a des responsabilités, il a plus de temps de jeu, il a déjà eu l'année dernière où il a joué, au final, il est plutôt bien. Et là, on est plutôt déçus. Mais c'est un très jeune joueur, il n'a pas énormément d'expérience, il a un profil assez atypique. Je suis convaincu défensivement, par contre, ça devient intéressant, j'aime bien, tu vois, comparé à un Collins ou un Bagley, il est déjà au-dessus défensivement, je pense. Alors, par contre, offensivement... Offensivement, ça n'a rien à voir. Offensivement, je suis d'accord avec toi que ça n'a rien à voir. J'ai envie de dire, soyons patients. Je serais surpris que ça se fasse. Après, quelle est la valeur de Bazley ? Parce que si c'est envoyer Bazley plus des pics pour 1 an de Collins, et qu'après tu es obligé de re-signer cher, etc. Voilà. Est-ce que tu veux tenter Collins où il va réclamer le max et que peut-être une équipe le donnera, du coup il partira, c'est une autre question. Mais personne ne lui donnera le max. On verra, tu sais pas. T'as Notez bien le chat. 28 février à 19h01. Jeudi. Personne ne propose le match à John Collins. Faites des clips sur Twitch. Prenez-le. Avec la saison que fait Atlanta, personne ne propose. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a tellement personne à la free agency que tu as une équipe qui va craquer son slip. Ouais. Est-ce que Bagley, avec... il y a quel problème de comportement quand même à côté ? C'est assez compliqué, il a pas joué énormément de matchs, il a loupé pas mal et tout. Non, il en a loupé 2 cette année. Oui, mais les années d'avant. Oui, mais dans ce cas-là... Tu peux avoir des joueurs qui ont des débuts de carrière où ils sont fragiles, après qui deviennent
un peu plus stable, on va dire, au niveau des blessures. Je suis d'accord. Disons que je vois l'intérêt de ça, mais je suis pas complètement fan. Alors après, à la draft, c'est un autre problème. Là, on va aborder le nerf de la guerre, un peu l'atmosphère qui flamme depuis le début. Parce que Cade Cunningham cale des 40-10 en NCAA. On va être honnête, le fit Cunningham chez Dort, c'est incroyable. Vous pouvez difficilement avoir mieux. Et là, je vois que ça commence de parler de ça dans le chat. Monter à la draft, faut voir le package, faut voir comment Presti, etc. Scout Cunningham, parce que ça, j'en ai déjà parlé, parce que la plupart des gens ont Cade. Oui, mais ça, c'est logique, j'ai envie de te dire, surtout que c'est à côté. Non. Alors, les experts NCAA, s'il y en a dans le chat, dites-moi, mais que t'es, non pas des scouts, mais des GM qui vont directement voir les matchs pendant que ton équipe joue. Tu veux une anecdote ou pas? Je crois que Presti est allé voir Joe Lasvel l'année dernière. Tu vois? Ouais, mais est-ce que... Non, mais je dis pas... Alors... Lasvel pendant que son équipe jouait en même temps. Je suis pas sûr. Presti, il est pas allé voir notre match, je crois. Est-ce que ça jouait vraiment en même temps? Oui, c'est le même sur ce match-là. C'est le même jour. Oui, le même jour, mais pas en même temps. Il y a 1 heure d'écart. Toujours est-il que Presti se déplace en personne pour voir les matchs de Cade. Et il sait voir jouer Lasvel pour drafter Malédon aussi. Oui, donc... non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il peut aller le voir pour le voir. Après, c'est comment il l'évalue. Est-ce que, comme beaucoup de gens, il a Cade tout seul, très haut au-dessus de tout le monde? Ou est-ce qu'au final, pour lui, il est meilleur, mais un peu plus proche de Suggs, Kuminga, etc. Tu vois, ça aussi, ça va débattre du fait que le trade sera fait ou pas pour monter. Et aussi l'équipe adverse. Imaginons Détroit, eux, ils aiment bien Cade, mais ils aiment très bien aussi Suggs, donc ça les dérange un peu moins de descendre. Tu vois, tu t'auras peut-être moins envoyé que s'ils sont en mode Cade, c'est Dieu, quoi, j'ai envie de dire. Après, quel package? Ça va être compliqué, n'hésitez pas à nous en donner dans le chat. Il va falloir envoyer pas mal de choses. Effectivement, Bazley peut être une pièce movible. Est-ce qu'on préfère bouger Bazley que Dort? Oui. Je pense que maintenant, on se dirige de plus en plus vers ça, parce que Dort est très très valuable de par son contrat, de par son skill set. Voilà, quel package est-ce qu'on envoie par exemple? Allez, on a le choix 6. On envoie Bazley, le choix 6 et un autre tour. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Ça suffit pas, c'est ça le débat. Après, est-ce que tu en envoies 3-4? C'est incroyable, quoi. Pour Cade, moi, je lâche. Vraiment, je lâche. Franchement, t'arrives dans une situation où... Allez, on va prendre une situation où on n'a pas... Tu vois, c'est pas la situation idéale, typiquement, où on a le pick 4, le pick 8 et le pick des Warriors. Tu vois, ça, pour le coup, ce serait la situation idéale. Là, pour le coup, tu pourrais vraiment intéresser des équipes parce que tu as quand même un pick dans le top 5 et tu en as un deuxième dans le top 10. Tu arrives dans une situation où les Rockets sont dans le top 4, donc on n'a pas leur pick. Tu as le pick 6-7, on va dire, parce que tu as un peu fait le con ou alors parce que tu as un peu chuté à la loterie. Tu as le pick du 8, donc qui va être typiquement 17-18. Tu as le pick des Warriors. Donc en gros, tu as le 7, le 18 et le 22. Déjà, tu fais un mega package sur cette année et tu n'essayes pas de te cramer sur les années d'après, quoi. Déjà, tu es obligé d'envoyer les 3. Pour moi, tu es obligé d'envoyer les 3. Après, tu peux en garder un et envoyer un futur. C'est pas. Attends, j'ai pas fini. T'es obligé d'envoyer les 3 parce que je trouve vraiment que t'es trop bas pour le package contre un first pick. Surtout contre Cade. Mais t'es obligé d'envoyer les 3. On a la chance, entre guillemets, cette année d'avoir une draft qui est quand même plutôt deep. Donc, contrairement à l'année dernière, les équipes seront intéressées à l'idée de récupérer un pick dans le top 10, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et en plus de ça, je pense que tu seras obligé d'envoyer un jeune à talent. Typiquement, je préfère envoyer Bazley parce que Dort, le fit serait incroyable aux côtés de Cade et aux côtés de Shea. Et j'ai plus de certitude sur Dort que sur Bazley à l'heure actuelle. Dort, même si son tir continue à me poser des questions, au pire, ce sera une all defensive quasiment tous les ans. Il est en train de se stabiliser un petit peu, hein, son tir d'heure. C'est pas le sujet, mais... il fait 4 sur 9, le match d'après, il fait 1 sur 6. Oui, mais c'est moins les 0 sur je sais pas combien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un autre débat. Toujours est-il que moi, je préfère envoyer Bazley que Dort, parce que, comme j'ai dit, j'ai plus de certitude. Je pense que ça suffit pas. Faudra envoyer d'autres trucs. Et là, c'est mon point.
J'ai vu des gens dire hier quand j'ai posté le tweet, no way, il y a une équipe qui a le first pick qui lâche. Je pense qu'on a tellement d'assets que si on veut récupérer Cade, l'équipe qui a le first pick trouvera son bonheur. En vrai, si on veut, on peut. C'est juste ça. Après, il faut voir ce que tu as envie d'envoyer. Hein. Faut voir, voilà. Après, peut-être que l'équipe refusera parce qu'ils disent, ouais, nous on veut Cade, on s'en fout de vos trucs. Peut-être, hein. Mais honnêtement, au bout d'un moment, je suis désolé, hein, Troy Weaver de Détroit, tu lui envoies 5 firsts sur les prochaines années ou je sais pas combien. Bon. Il va le prendre. Oui, il y a un moment, il est pas bête non plus. T'envoies le pick 6, t'envoies 2 picks de cette année et t'en rajoutes 3-4 first, vas-y, il va le prendre. Alors, ça a pas mal déclenché de réponses dans le chat, là. Alors, j'ai vu une proposition de trade intéressante. Bon, elle sera insuffisante, je pense, mais Bazley plus pick OKC plus pick Warriors contre pick Détroit plus Griffin. Alors, je vois le délire de prendre Blake Griffin pour un peu que le trade soit moins favorable pour nous. Je pense qu'il faut envoyer un peu plus de choses quand même, parce qu'ils vont pas juste sacrifier leur choix de draft, entre guillemets, pour envoyer Griffin. Mais ça peut être intéressant comme optique. Après, quelle équipe est plus susceptible de le trader ? Détroit le fera pas, ils ont trop besoin d'un joueur de ce calibre-là. Ouais, je pense que Minnesota est plus capable de le faire que Détroit pour le coup. Ça oui, mais Détroit, je sais pas en fait. Détroit, tout dépend du package qu'on aura à la draft, mais putain, tu leur offres 2 choix dans le top 10, est-ce qu'ils vont pas préférer le prendre tellement ils ont des besoins partout en fait. Ouais. Après, souvent, tu préfères avoir déjà ton joueur et l'équiper ensuite, tu vois. Bah, c'est pour ça que je veux le récupérer, moi. Mais c'est pour ça que je préfère avoir un choix à la draft cette année, c'est le 1, plutôt qu'avoir 2 choix dans le top 10. Après, voilà, c'est le débat qui commence de se mettre en place. C'est est-ce qu'il faut lâcher vraiment tout pour Cade ? Parce que, oui. Alors là, c'est un prospect générationnel qui potentiellement sera une superstar NBA. Mais ça reste la draft, ça reste de l'incertitude, ça reste... tu sais pas comment le joueur va se blesser, tu sais pas comment il va se développer, etc. Donc... Vas-y, moi je sais pas. Il y a un doute, hein, mais pour moi, Cade, c'est le meilleur prospect depuis pas mal de temps. Tu vois. Ah oui, Alan l'a tweeté depuis Doncic peut-être. Ouais, et encore, Doncic, c'était même pas en 1 parce qu'ils avaient peur que ce soit un Européen en gros, quoi. C'est ça, ouais, depuis Doncic. Ouais. Et tu vois, il pourrait avoir la hype qu'a eu Zion l'année dernière. C'est juste qu'il joue pas à Duke, il est moins spectaculaire, mais je pense qu'il est meilleur que Zion lors de la saison universitaire de Zion. Moi je préfère, on a cette question, moi je préfère le profil de Cade que celui de Zion, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Bon, Zion est quand même extraordinaire. Hein. Oui, non, mais dans moi le genre talent générationnel. Oui, je suis d'accord, mais moi je préfère avoir un profil à la Cade, ou allez, si on export, je préfère avoir Doncic que Zion. Voilà. Ouais, c'est parce que tu réfléchis par le prisme du tir à 3 points. Mais Bah oui, et puis ouais, enfin, c'est un mec sur qui Cade peut tout faire pour le coup aussi, tu vois. Ah bah ouais, je suis d'accord, mais Zion est plus bully que Doncic. Oui, c'est sûr. Après, oui, je vois aussi, oui, il faut prendre le temps avec BG, ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Nous on parle juste sur du hypothétique trade, il faudra peut-être mettre en place des choses, hein. Mais il peut très bien progresser, etc. Il peut très bien devenir une pièce essentielle dans le futur, s'il n'est pas tradé, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus en fait. C'est juste qu'on se projette un petit peu plus. Non mais alors, dans le chat, là, je vous vois, là. Sérieusement, vous répondez sérieusement. Vous préférez rater Cade pour garder Bazley? Enfin, vous préférez avoir qui? Lâcher Bazley pour récupérer Cade Cunningham, ou garder Bazley et pique en 5-6 et partir avec un Mobley ou un Kuminga? Oh, c'est intéressant. Après, tu peux être plus ou moins haut sur les autres. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils préfèrent par exemple un Green que... Oui. Non mais oui, mais là on parle pas de Jalen Green ou de Suggs, je parle de Cade. Il y a vraiment, c'est une question que... Et je dis pas que vous avez tort et que moi j'ai raison. Il y a je pose juste la question. Bah voilà, tout le monde dit overbase, donc bon, effectivement. Bah voilà. Donc avant de me tomber dessus, avouez que le fait de lâcher Bazley, si c'est pour... Je le lâcherai pas de bon cœur, mais si c'est pour lâcher, si c'est pour récupérer Cade Cunningham, bah vas-y, go. Le chat a parlé. Alors après, il y a d'autres débats. Est-ce que tu préfères avoir 2, genre Mobley et Suggs, ou juste Cade? Ça, c'est un autre débat. Bah, sachant que Suggs, il va être top 3, donc... Ouais, c'est pas si sûr. Le top 5 est défini, mais tu sais pas à quel ordre, je pense.
Bah si, le top 3 c'est Cade, Green et Suggs. Ah, Kuminga est très haut sur certains boards et Mobley aussi, hein. Alors là, détrompe-toi. Tout dépendra des équipes à la Ouais, loterie. ouais, mais alors s'ils draftent à la position alors qu'ils sont en loterie, bon, c'est un autre débat. Moi, typiquement, je Non mais pense que tu vois, moi, je suis pas loin d'avoir Suggs plus bas que Mobley ou Kuminga, je pense, et Green aussi d'ailleurs. non mais regarde, si t'es Minnesota, ils vont pas drafter Suggs ou Green. Ils vont préférer prendre un 4. Ça sert à rien, ils ont déjà Edwards, ils ont déjà Culver, ils ont D'Angelo à la main. Oh, bah dans ce cas-là, ils prennent pas Kane non plus, ils ont Edwards, ils ont... Enfin, tu vois, Non c'est mais interminable le truc. je te dis en fonction de la loterie, Oui, toi oui. tu me dis drafter à la position. Je te dis ça dépendra des équipes typiquement à la loterie, parce qu'effectivement, si t'es Détroit ou si t'es Houston, t'as plutôt envie de prendre un guard. Si t'es Minnesota, t'as plutôt envie de prendre un 4 que tu mets à côté de Karl Anthony Towns. Ouais, effectivement, Mobley en 2, on voit de plus en plus, je suis d'accord avec vous. Il a fait des grosses perfs, il monte de plus en plus. On aura l'occasion d'en reparler pas mal de fois de tout ça. Je vois que ça a pas mal suscité de débats, cette histoire de Baisley là, hein. Ah bah, Et c'est le je but, maintiens d'ailleurs, j'avais fait cette théorie, je crois, dans un épisode ou dans un live. Pour il y a 2 moi, semaines. il y a un des trois chez Dort Baisley qui sera tradé un moment. Et je préfère trader Baisley que les deux Pour autres. l'instant, c'est ça, voilà. Alors autant qu'à faire, autant que ça soit pour un talent Tant que générationnel. ce soit pour Cade. Tant qu'à faire. Tant que ce soit pour Cade. Après, Mais après, ne nous pressons pas, attendons de voir ce qui se passe, quel est le marché, quelle est la valeur aussi, parce que envoyer 10 tours draft pour Kane, on va pas abuser non plus, tu vois. bah, non, mais on n'exagère pas. Mais je pense, si je peux faire le porte-parole du chat, ils sont pas tant pas chauds sur le fait de lâcher Baisley pour récupérer Cade. Je pense qu'ils sont pas chauds dans le fait de lâcher des pics pour les autres années en plus de Enfin, Baisley pour récupérer d'en Cade. lâcher beaucoup, ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, franchement, tout dépend du nombre de pics que t'envoies. Mais si t'arrives à garder les tiens, et donc si t'arrives à rester maître de ton futur, je réfléchis. Ouais. Parce que t'as aucune certitude sur les pics typiquement des Clippers ou des Rockets, etc. Par contre, t'as une certitude avec Cade. Alors que enfin, ça vient exactement de déclencher les enfers là dans le chat. Est-ce que tu trades chez pour Kane? Sachant que ça, alors ça c'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant parce que si vous suivez un peu des podcasts US et de gros journalistes, il y en a plusieurs qui ont déjà discuté de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors là, c'est un autre niveau là. Là, t'as pas intérêt de te tromper ensuite, hein. Alors, très sincèrement, je préfère lâcher tous mes pics. Les 17 qu'on a, je préfère lâcher les 17 que de lâcher chez. Bon, peut-être pas les 17, mais Bah, tu je préfère en lâcher beaucoup plus que chez, je suis Je d'accord. préfère en lâcher 7 ou 8 que chez. Chez et Dort, c'est les deux intransférables. Et beaucoup. Non, effectivement, chez là, ça devient... Non, là, c'est des gros risques ensuite, hein. Comme dit dans le chat, c'est pas du genre d'OKC Non d'envoyer plus. ses... Non plus. Et tu vois, même pour Baisley, du coup, c'est pas le genre de truc qui a été souvent fait par OKC, mais bon. Ah non, ça n'a pas été fait. Mais je trouve quand même que quand t'as un GM qui va voir un joueur en personne, tu l'as dit qu'il a fait pour Malédon, c'est qu'il doit quand même avoir des vues sur le joueur. Après, qui n'en a pas? C'est ça, c'est... Oui, mais t'as te renseigner, t'as vraiment. Non, mais après, enfin, nous, si on voit le fit, nous déjà, si il est juste à côté, il est déjà en Oklahoma, etc. Enfin, c'est évident en fait, lui aussi il le voit. Faut pas être Presti, c'est Presti quoi. Bah voilà, donc tu vois, franchement, le truc, c'est que le fit est trop fort. Le fit est trop fort. Et oui, Cade est générationnel, mais chez, est-ce qu'il ne sera pas All-NBA un jour presque, tu vois? Mais non, mais c'est même pas Oui. tant ça, c'est que. En fait, si tu lâchais pour récupérer Cade, est-ce que tu avances Non. beaucoup plus dans ta reconstruction? Si tu associes Shea et Cade et que tu lâches Baisley et tes pics, ta reconstruction elle prend un coup d'accélérateur d'un coup. Mais si tu lâches Shea pour récupérer Cade, t'avances pas tant que ça. Et puis il y a quand même aussi cette incertitude toujours de la draft. Hein. Chez c'est énormément de certitudes maintenant, vraiment beaucoup de certitudes. Ah oui. C'est pour ça qu'on parle de Baisley plus que de Dort aussi, c'est une question de certitude. Hein. Mais imaginez dans 2-3 ans, si sa draft Cade est caché en contrat max à côté avec quelques role-players.
On va être chiant à jouer, hein, je vous le dis. Non mais déjà, si ton backcourt c'est Kate Cunningham chez Dort, Ouais. t'es tranquille pendant 7-8 ans Ouais, avec ouais. ça. Après, si ça se fait pas cette année, je vois ça, on a d'autres opportunités les années futures, effectivement. Si ça se fait pas cette année, le prix, on le juge trop fort, etc. Au final, on draft quand même un gros prospect, mais peut-être pas Cade, etc. Le draft 2022, il est très solide aussi. Il y aura, Oui, il y mais aura les de- prix seront les mêmes. Mais les prix seront sûrement les mêmes. Bah là, Et, j'ai quand même l'impression que celle-là, on est sur du top, 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 quoi. non mais attends, et 2022 quand tu vas avoir Chez Tolgrem et autres. comment il s'appelle quand tu vas avoir Emoni Bates qui va débarquer, quand tu vas avoir le fils de LeBron qui va débarquer aussi, t'inquiète pas que les prix ils seront élevés aussi. Le fils de LeBron, j'attends de voir vraiment. Parce que Non, pour l'instant, mais c'est le fils de LeBron, c'est juste ça pour l'instant. mais t'as la hype. Oui, Je veux oui. dire, quand t'auras des pour les prochaines drafts, quand t'auras des gros talents, des gros talents qui vont arriver, avec de la hype aussi, bah le prix va être plus haut. Alors que Sanson vient de m'envoyer un message, c'est assez exceptionnel. T'avais dit, on va pas commencer à discuter des packages pour récupérer Kane le 28 février. Dans la conversation de groupe, on vient d'y passer une demi-heure. Non, on a commencé sur Baisley, on a dévié, c'est parce que j'ai allumé la poudre hier en tout Ah temps ouais. dessus. Mais en fait, je comprends ceux qui disent qu'ils préfèrent attendre. Moi, c'est un discours que je tiens depuis l'année dernière. C'est bien d'avoir des pics de draft, mais à un moment, il faut avoir des joueurs aussi. Mm. Et le problème, c'est que si tu veux ton objectif final, c'est d'être champion. Hein, on est d'accord, je pense que c'est l'objectif pour toutes les équipes NBA. Est-ce que tu peux être champion en ayant un gros joueur, c'est-à-dire Shea, avec plein d'excellents joueurs autour de lui? Ou est-ce que tu as plus de chances d'être champion en ayant un duo extrêmement fort avec Cade et avec Shea, quitte à avoir des role-players un peu moins bons? Bon, je pense que la question, elle a vite répondu quand même. Hein. Je pense que Star Talent prime. Mm. C'est pour ça que je préfère avoir Cade que d'avoir 2 pics dans le top 10. Mais je ne dis pas que j'ai raison, hein. Les gens ont raison. Enfin, les gens, s'ils pensent différemment, ils Ça, n'ont c'est- pas tort. Oui, ça se justifie amplement aussi, hein. Vraiment. Et pour moi, le Star Talent prime devant une bonne équipe compétitive. Parce qu'il y a un moment où tu as besoin de passer par tes stats. Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Il faut au moins que tu aies un fort duo. Parce que, prenons l'exemple. Pourquoi tout le monde pense que les Clippers et les Lakers iront plus loin qu'Utah en playoff alors pour l'instant Utah est très fort? C'est parce qu'il y a Ils du ont un star bon talent. style de tête. Bah oui, c'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que sur qui vous faites confiance en playoff, c'est pas votre collectif, c'est pas votre Est-ce que vous huitième faites joueur plus qui met 20 points confiance quoi. Est-ce que vous faites... Ah, j'ai failli dire Paul George. Faire confiance à Paul George en playoff, c'est une mission risquée. Mais est-ce que vous faites plus confiance à LeBron et à Anthony Davis ou en Donovan Mitchell et en Rudy Gobert? Mm. Après, effectivement, voilà, qu'est-ce que vont devenir ces joueurs-là? Est-ce que Kuminga sera pas aussi une superstar, etc. Ça, c'est du scouting après, c'est de l'incertitude de la draft, encore une fois. Hein. Nous, on pense que Cade est au-dessus de tout. Oui. Mais et j'ai pas dit, encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit que les autres seront des mauvais joueurs. Je dis juste que si tu drafts 2 fois dans le top 10, est-ce que tu vas récupérer vraiment Kuminga et Green en même temps? Je suis pas convaincu non plus. Non. Faudrait limite Faut 2 drafter choix de 2 top fois dans le 5. top 5. Ouais. Donc tu peux partir avec un joueur fort, Green, Suggs, Kuminga. Si tu te retrouves avec un pick 9, tu auras un joueur fort. Parce qu'au final, les 2 joueurs additionnés vaudront le star talent et le talent de Cade. C'est une question à se poser, dont on n'a pas la réponse, mais c'est une question à se poser. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce sujet-là. On va arrêter là. Déjà, on en saura largement plus quand la loterie sera arrivée. Ça va être un grand moment. Je pense qu'on... Mater la March Madness aussi. Oui, mater la March Madness aussi. On fera la loterie en live, ça c'est sûr et certain, parce que vous Ah oui. voyez à quel point ça peut changer l'avenir du truc. Ah oui. Et puis alors, si jamais... Moi, je suis un sanguin, il y a une table qui peut vite partir, ça continue. En fonction des résultats de la Non, loterie. faudra faire attention à ce que dit Constant. Voilà. Non, merci à tous d'être venus sur ce live. Merci à tous de votre activité sur le chat qui a été
vraiment fortes là, notamment sur la fin. On a déclenché les trades, ça marche toujours. Là, les trades, Moi, c'est je incroyable. pense toujours les en faire. C'est incroyable. Moi, je suis foot, mais, On n'a pas pu tout lire, pas pu répondre à tout le monde, on a essayé de prendre la globalité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait. Le replay sera disponible très vite sur YouTube et en audio, donc abonnez-vous aussi sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser aussi 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ça nous fait de la pub. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours d'avoir des bons retours. On essaye, si vous ne le savez pas, on a mis en place un petit sondage récemment pour un peu avoir vos retours, notamment sur les lives, mais aussi sur le compte, etc., sur le site. Je vous le mets dans le chat, n'hésitez pas à le faire si vous l'avez pas répondu. Si vous n'y avez pas répondu, on a déjà pris en compte quelques remarques, on va essayer de progresser. Si vous voulez être gentil avec Pierre et méchant avec moi, n'hésitez pas. Remplissez le questionnaire. Remplissez le questionnaire. Ouais, on aura aussi le Star Break pour analyser tout ça et faire quelques petites améliorations, donc ça sera fait, ne vous inquiétez pas, c'est très utile d'avoir des bons retours, et d'ailleurs je vous remercie de vive voix avant de le faire par tweet, de tous les compliments qu'on a pu avoir sur les podcasts, sur les lives, sur le compte, etc. et sa progression. Ça fait vraiment plaisir, ce petit moment émotion. Celui qui a dit qu'il nous écoutait en voiture, pensez. Ouais, c'est ce genre de truc. Alors vraiment, c'est le genre de truc qu'on se rend pas compte, mais ça fait toujours plaisir. Donc, ça pour le coup, vraiment, ça c'est un des trucs les plus touchants que j'ai pu lire. Et voilà, on espère être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on était tout en 25, etc. Ah, tu vois, John Anilos, on savait que c'était toi que t'avais mis sur Diallo. On le savait, mais... Je savais que c'était toi. on a les réponses anonymes, mais on savait que c'était ça. Déjà, les gens le savent avant de nous défoncer. Je ne vois pas le chat, moi. Il n'y a que aujourd'hui où j'ai vu le chat. Joe, j'ai vu ta vanne sur le fait que j'étais en mode brigade du team. J'ai vu ta blague. Sache. D'habitude, je les transmets, et là, je savais qu'ils voyaient le chat aujourd'hui. Sache que je ne suis pas particulièrement fan de ça, mais je trouve extrêmement drôle le fait de porter une moustache. C'est tout. Ouais, vous avez vu, voilà. Donc, merci à tous pour vos retours et de votre participation. On sera de plus en plus nombreux, on met en place de nouvelles choses, donc voilà. À bientôt. Quelques jours sans match, reposez-vous et on se retrouve très vite pour du basket. Salut. Salut.